Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège de faire un trio. Je reçois avec moi Sylvie Normando, ressource professorale au département de gestion de la formation à l'Université de Sherbrooke, qui est aussi consultante en gestion de l'éducation, et Isabelle Vachon, coordonnatrice des services éducatifs régionaux à la CRDP, qui est une coopérative de développement professionnel dans la région de Montérégie, Estrie et autres trucs. Mesdames, je vous laisse vous présenter. Merci de prendre de votre temps pour parler de collaboration, d'éducation, un sujet qui nous passionne dans le monde d'aujourd'hui. Si on commençait par Isabelle, pour les gens qui prennent le temps de nous écouter, est-ce que tu veux nous dire un peu ce qui occupe ton emploi du temps dernièrement, puis qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à parler de collaboration? Oui, alors depuis quelques années, je suis gestionnaire. Certains d'entre vous allez me connaître davantage par l'Association des conseillères conseillers pédagogiques que j'ai créée là, il y a presque 10 ans maintenant. Puis à travers aussi un diplôme de troisième cycle où j'ai travaillé la compétence conjuguée, à collaborer, à copiloter une situation d'intervention professionnelle dans le but d'ajuster les pratiques du personnel. Voilà. Merci Isabelle d'être là. J'ai plein de questions pour toi, mais fantastique. De ton côté, Sylvie, qu'est-ce qui Oui, occupe ton emploi du temps dernièrement, là? ben, je suis un peu comme Isabelle, une passion pour la collaboration puis le développement de l'interdépendance. Et dans le fond, j'ai occupé plusieurs postes en éducation, mais le dernier poste que j'ai occupé, c'était direction d'établissement. Puis je me rendais compte à quel point la collaboration, c'était quelque chose qui était importante mais difficile. Je me suis engagée à la retraite. Je me suis engagée dans un doctorat professionnel et j'ai travaillé sur un développement de modèles pour mieux comprendre la compétence, le développement de la compétence à collaborer. Et après, j'ai commencé à enseigner au deuxième cycle en conseillance pédagogique et ainsi qu'en gestion de l'éducation. Et c'est avec Isabelle, on a travaillé en collaboration, puis souvent on se disait que nos travaux se rejoignaient. Donc la compétence conjuguée, c'est une forme de collaboration interprofessionnelle, puis moi je travaillais sur un modèle qui explique cette collaboration-là. Fait que c'est un peu là-dessus qu'on a toujours des discussions. Parce qu'on n'est pas juste des collaboratrices, on est aussi des amis. Alors, OK. c'est ça qui est important de savoir, parfois on se crée des moments particuliers pour pouvoir continuer à développer dans ces domaines-là. Ben, ça ajoute du plaisir à la tâche, hein, on s'entend. Quand il y a de l'amitié derrière ça, les liens, le lien de confiance. De ton côté, Isabelle, tu sais, l'association, la conseillance pédagogique, c'est comme un rôle qui vient appuyer ce qui se passe dans les écoles. Fait que tout ce qui s'appelle soutien, compétences conjuguées, Sylvie t'a dit collaboration, interdépendance, des grands termes, des grands mots, c'est important, puis t'as dit c'est difficile. Donc peut-être si je commence avec Isabelle, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui vous a amené à amener de la clarté, à outiller les gens au savoir agir ensemble, tu sais, former un nous, là. Qu'est-ce qui vous a amené là? Ben, moi, je peux commencer en parlant justement du référentiel d'agir compétent où on voyait qu'il y avait une situation emblématique autour de la collaboration. Et ça a toujours été une passion pour moi de développer ces enjeux, ces situations-là où dans lesquelles j'ai beaucoup de plaisir, mais qui soulèvent beaucoup d'enjeux. Fait que de fil en aiguille, oui, la compétence conjuguée, oui, la situation professionnelle à collaborer. On a travaillé des modèles de cogestion avec des directions d'école qui voulaient travailler des écoles ensemble puis être complémentaires. Et à travers tout ça, on manquait d'outils ou de mots pour expliquer les enjeux les tensions qu'on pouvait vivre ou les éléments. Donc, on a eu l'opportunité avec un groupe de direction de développer des outils qui nous permettent de faire ça. Puis moi, je suis vraiment curieuse de donc, individuellement, en dehors de mon travail, ce que j'ai choisi de faire, c'est pendant plusieurs années, je me suis développée au niveau de la communication non violente pour pouvoir voir au niveau de la communication, c'est quoi les enjeux qu'on a, puis comment on peut communiquer pour faire en sorte que cette collaboration-là, elle soit fluide, puis qu'on ait hâte de la vivre. Wow, qu'on ait hâte de la vivre. Oui. OK. Écoute, je garde cette note-là. J'aimerais qu'on revienne à la communication non violente tantôt, mais on va passer à Sylvie. Toi, de ton côté,
C'est quoi l'élan qui t'a amené à vouloir, un, continuer après la retraite, à t'investir dans ton développement professionnel et à redonner au système des outils pour mieux collaborer ensemble? Ben, tous les postes que j'avais occupés, là, j'ai été enseignante, j'ai été conseillère pédagogique, j'ai été soutien régional, j'ai été direction d'école. À chaque fois, c'était toujours la même difficulté qui me sautait aux yeux. C'était le fait on misait sur la collaboration pour viser la réussite des élèves, que ce soit dans une classe en adaptation scolaire ou au régulier. Puis qu'en même temps, cette collaboration-là, on sous-entendait qu'elle se faisait de façon naturel. Donc, on a qu'à mettre deux personnes ensemble. Exemple, dans une classe, on met un technicien en éducation ou une technicienne en éducation spécialisée puis une enseignante qui ont le désir de faire réussir des élèves, puis c'est sûr que ça va marcher. Puis moi, je me rendais compte que ça marchait pas souvent. Puis là, je me disais, comment ça se fait que des fois, ça fonctionne, puis d'autres fois, non? Et c'était toujours la même solution qu'on apportait, hein. Quand il y avait des difficultés à régler, on se disait, on va ajouter des personnes. À chaque fois qu'on ajoute des personnes, on sous-entend qu'il y aura une collaboration et une interdépendance qui va se développer. Fait que quand un peu avant de prendre ma retraite, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais partir, je vais laisser le milieu d'éducation sans comprendre comment ça se fait que tout le monde veut, en tout cas, tout le monde semble vouloir. Toute la recherche dit que c'est ça qu'il faut faire, puis que c'est si difficile. Alors, c'est ça qui a été ma motivation pour entreprendre un diplôme. Puis pourquoi j'ai choisi le diplôme de doctorat professionnel, c'est parce que je suis une praticienne chercheuse. Je suis pas une chercheure pure. Donc, ça veut dire que OK. je peux partir de la pratique, puis je vais essayer de faire de la recherche pour mieux réinvestir ensuite dans la pratique. Alors, c'est ce que le doctorat professionnel m'a permis. Puis depuis ce temps-là, ça m'anime parce que c'est jamais fini la Non, recherche, hein. non. On comprend jamais exactement une situation professionnelle. Alors c'est comme ça qu'on est parti de moi j'ai comme compris que le développement de la compétence à collaborer c'était quelque chose de complexe, puis qu'on vivait ça pour développer l'interdépendance, mais que les gens ils savaient pas c'était quoi nécessairement être interdépendant. Fait que fait qu'à chaque fois c'est la pratique qui nous amène à chercher pour produire dans la recherche des outils qui vont pouvoir nous permettre de revenir dans la pratique. Fait que c'est vraiment ça qui m'anime comme à la fois comme chargée de cours ou comme quand je suis consultante. OK. Ben écoutez, c'est très généreux de votre part de prendre le temps de faire ça. Puis les gens qui nous écoutent, restez à l'affût parce que il y a des belles ressources qu'on va nommer qui s'en viennent, qui vont être disponibles aussi, là. Là, j'ai le goût de vous poser la question. Peut-être Isabelle, tu peux poursuivre. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Parce que les gens peuvent être d'accord, mais vous avez trouvé des choses, là. Vous allez proposer des pistes, mais à la base, ce que vous avez découvert jusqu'à maintenant, qu'on n'a jamais fini d'apprendre, en mots simples, qu'est-ce qui fait que c'est difficile de collaborer? Bien, pour collaborer, tout d'abord, ça prend un contexte d'interdépendance. Hein. Cette interdépendance-là, c'est parce qu'on est des individus qui s'influencent mutuellement. Puis, on a des efforts individuels qu'on met au niveau collectif hein, pour atteindre nos objectifs communs. Et ça prend une responsabilité partagée. Donc, OK. je m'en vais dans les travaux de Sylvie, puis elle pourra prendre la balle au bon après. C'est que Sylvie, dans la compétence à collaborer, ben la première chose, il faut vouloir collaborer. Il faut être donc, ça a l'air simple, ça a l'air, puis on a l'air de dire oui, je veux Mhm. collaborer, mais juste, Sylvie va pouvoir vous donner des exemples. Il faut pouvoir collaborer aussi. Ouais. Et il faut savoir comment collaborer. Alors déjà là, on a des réponses à des enjeux qui sont soulevés par rapport à ça. Vouloir, pouvoir, puis Et vous, savoir. oui, OK. c'est lui, Et- tu en oui, et le vouloir, tantôt on disait les gens ils ont tous l'air de vouloir, mais pour s'engager, pour vouloir, pour être motivé, il faut que la situation professionnelle soit suffisamment complexe pour qu'on puisse pas la régler toute seule ou qu'on soit pas capable de la régler toute seule. Alors des fois, on est comme obligé d'être dans des groupes de collaboration alors qu'on se dit ça irait plus, je serais capable. Mais les situations qui sont complexes à l'opposé nous renvoient à des difficultés autres. Entre autres, être capable de prendre du temps exprès pour ça. Donc, dans notre horaire toujours chargé, de se dire oui, je veux,
Puis maintenant, je vais prendre du temps exprès pour travailler sur cette collaboration-là. Puis quand on parle du savoir, ben, c'est être capable d'écouter l'autre. Hein? C'est difficile. Puis pas Mhm. juste de l'écouter, de l'entendre puis Mhm. d'interagir avec lui. Donc, de subir parfois des chocs cognitifs, de se dire, hey, je suis en dissonance, là, ce qu'il vient de dire là, ça fait pas en toute mon affaire. Mais quand on est dans le savoir collaborer, on est capable d'écouter ces dissonances-là, puis de s'en servir comme tremplin pour rechercher d'autres choses et non pas pour se braquer, puis essayer de trouver. Puis c'est ça que parfois on a de la difficulté. Quand on est en résonance, puis que l'autre dit la même chose que nous, on oh oui, là c'est bon, puis ça va bien, mais à partir de quand on est un groupe, on a des visions, on a des schèmes différents de pensée, on a des expériences antérieures différentes, et c'est ça la richesse de la collaboration, mais en même temps, c'est ça toute la difficulté. Mhm. Écouter, entendre, accepter, puis co-construire quelque chose de nouveau qui va naître de ces dissonances et ces résonances-là. Ça demande une intelligence émotionnelle forcément de pouvoir puis être conscient là, pendant que ça nous arrive. Vous avez nommé L'intelligence. toutes deux, vas-y Ben oui, Isabelle. une intelligence émotionnelle, tout à fait, puis une intelligence de situation aussi pour OK. accepter de voir ça, puis d'en prendre responsabilité, puis de dire, ben OK, il y a quelque chose, il y a des aspects de la situation qui me conviennent pas, que ce soit au niveau interactionnel, comme Sylvie le nommait, au niveau organisationnel, au niveau de la collaboration, d'être capable de le voir, puis de s'amener avec ça. Idéalement, en amont, tu sais, on va parler des boussoles collaboratives tout à l'heure, là, mais en amont, d'être capable de les amener pour être, de se donner un terrain de jeu commun qui va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on a le goût de vivre ensemble, puis d'être capable de voir c'est qu'est-ce qu'on veut demander à soi et aux autres. Puis les boussoles nous permettent de faire ça. Puis, quand il y a des enjeux ou des tensions, d'y revenir aussi, d'avoir une pratique réflexive individuelle par rapport à ça. Tu sais, OK. si je suis honnête avec moi-même, où je me situe par rapport à ça, puis jusqu'où je vais aller dans cette collaboration-là. Ah, absolument, absolument. Quelque chose On- peut-être on- juste avant là, qui fait du pouce là-dessus, Marius, qui est hyper important, c'est arrêter de penser que on peut travailler le développement de la compétence à collaborer en faisant progresser un projet collaboratif. Oui, c'est ça la finalité, hein. Si on est ensemble, c'est qu'on veut que le projet qui nous anime, qui est difficile, faire réussir des élèves, mettre en place des pratiques jugées efficaces, tout ça. Mais l'idée, c'est qu'il faut aussi regarder la collaboration elle-même, pas juste l'avancement du projet. C'est ça que les gens font peu, parce que les gens se disent, hey, le projet il avance bien, mais il y a peut-être 4 personnes qui ont participé effectivement. Les autres étaient là, mais pas en présence. Ils étaient là en présence, mais pas pour vrai, parce qu'il y avait des dissonances, parce qu'il y avait de la difficulté à s'exprimer, parce que donc il faut toujours dans des projets de collaboration adresser beaucoup de temps à la collaboration elle-même. Et ouais. ça, c'est là que ça prend du courage. Parce que là, on parle pas juste de Hey, ça va bien nos affaires, le projet avance. On parle de Ben moi, quand tu me dis ça, là, je me sens comme ça, puis j'ai de la misère à parler après. Et ça prend du temps. Et les gens actuellement, ça c'est mon opinion personnelle, euh, en éducation, faut qu'on soit efficace et efficient. D'ailleurs, c'est le titre de notre chapitre. OK. Mais peut-être que pour être efficace et efficient, il faut perdre un peu de temps, comme les gens pensent, Ouais, l'investir. en arrêtant de parler du projet lui-même, puis en prenant du temps pour parler de la collaboration. Ah, la forme et le fond. Et là, vous nommez collaboration puis interdépendance, ça revient là. Ça serait peut-être intéressant, moi j'aimerais ça entendre votre perspective. C'est quoi ça? Collaborer? C'est quoi être l'interdépendance? Puis Isabelle, tu disais il faut pouvoir collaborer. Où sont nos opportunités d'interdépendance? Fait que ce serait le fun qu'on définisse ces termes-là. Et ce serait le fun de voir les exemples que vous avez dans votre vécu là, qui peuvent peut-être aider les gens à voir ah, ça c'était de l'interdépendance. Pour les gens qui voudraient dire hey, on veut faire avancer pas juste le projet, mais le comment on collabore aussi dans notre milieu. Là. Je sais pas si qui veut commencer avec ça, là, mais. Isabelle, je te laisse. La collaboration, tu collabores parce que tu peux pas le faire seul. Tu peux pas y arriver seul. Parce que si tu peux le faire seul, ben collabore pas. C'est plus complexe de collaborer que de le faire seul. Fait que quand tu as besoin de l'expertise de plusieurs personnes,
ou de plusieurs rôles, de plusieurs fonctions. Moi, dans la coopérative à laquelle je travaille actuellement, on a une trentaine de groupes avec toutes sortes de parties prenantes, des conseillers pédagogiques, des professionnels psychoéducateurs, psychologues, des gestionnaires. Donc, on est autour d'un projet, puis ce projet-là, il ne pourra pas être réalisé si tout le monde n'y contribue pas. C'est pour ça les gens, mais c'est pas parce qu'on les a mis ensemble que spontanément, ces gens-là commencent à collaborer. Donc, l'interdépendance, c'est d'accepter que tu vas tu vas prendre une partie de toi puis tu vas le donner au groupe pour faire avancer le but commun. C'est comme si on a un but commun, puis pour ce but commun-là, j'accepte d'y faire partie, puis j'accepte d'y contribuer, j'accepte de résoudre des problèmes, de prendre des décisions, de prendre une responsabilité, une partie de ce qui m'appartient et de le faire ensemble. Beaucoup de négociations, beaucoup Ouais. d'écoute, beaucoup d'ouverture, beaucoup de flexibilité cognitive, je dirais, par rapport à ça pour être en mesure d'avancer dans le projet. Donc, quand on L'interdépendance. collabore, juste pour faire du pouce sur ce qu'Isabelle vient de dire, là, puis vous me direz si vous voyez ça comme ça aussi, là, mais en d'autres mots, ce que tu dis, Isabelle, c'est collaborer, c'est pas juste me présenter à une rencontre, puis essayer d'aller chercher quelque chose qui va m'aider quand je vais retourner dans ma classe, mais j'ai aussi la responsabilité de déposer des choses sur la table pour le projet collectif, là. C'est pas juste de venir prendre quelque chose, c'est d'avancer ensemble, donc il faut que je contribue. Je prends la décision de déposer des choses aussi, puis je parle pas du matériel ou des ressources, mais des stratégies, mon input, ce que je vis, ce que je pense que les élèves ont besoin. Je contribue, là, je m'en viens pas juste remplir mon panier à l'épicerie, je dépose des choses pour le panier collectif, là. C'est tout ça que je comprends? Sylvie, tu veux-tu aller? Ben, peut-être simplement dire que l'interdépendance, le plus simplement du monde, c'est de se dire, quand on mène un projet en collaboration, l'interdépendance, c'est quand je suis responsable, tout le monde est responsable à la fois de ce qui se passe dans le projet, mais aussi des résultats. Donc, on peut pas dire, quand on est en interdépendance, à un haut niveau d'interdépendance, ça n'a pas marché parce qu'une telle a fait telle affaire. On travaille en collaboration pour augmenter cette interdépendance-là. Et l'interdépendance, ça le dit, c'est que le résultat ou la finalité qu'on recherche, c'est le résultat de notre interdépendance. Donc, on est tous responsables, puis on se porte garant des résultats, de l'avancement des projets, des décisions qui se posent. Et c'est pour ça, il faut collaborer. Et c'est complexe. Et, tu sais, nous, ce qui nous a animés beaucoup pour aider les gens à comprendre l'interdépendance, c'est que ce qu'il y avait eu comme travaux, c'était Little, là. C'était une madame qui avait fait des grands pas là-dedans en 90. Ça, c'est le texte fondateur, mais elle nommait 4 niveaux d'interdépendance. Tu sais, il y a le niveau où tout le monde est indépendant, où de temps en temps, il y a plus des personnes qui sont indépendantes des autres, pour arriver au dernier niveau où là, on est dans une interdépendance totale qui pourrait ressembler à ce qu'on vise quand on fait des communautés d'apprentissage professionnel. Donc, tout le monde est d'accord sur on a essayé des choses, on les a mis sur la table, on est revenu là-dessus, puis on se donne des cadres de référence communs qui ont été négociés en équipe. Puis là, on se dit, ben, 4 niveaux, c'est comme difficile. Fait que c'est ça qui nous a amené à dire comment on pourrait aider les gens à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent concrètement pour passer de la dépendance, qui est le niveau 1, à l'interdépendance. Parce que c'est beau séparer ça en 4 grandes cases, mais on voyait pas ce qu'il fallait faire. Puis c'est OK. un peu comme pour nous donner des pistes d'action pour savoir exactement comment on augmente ce niveau d'interdépendance-là qui va se vivre à travers la collaboration, naturellement. Je sais pas si c'est plus clair comme ça, mais... Oui, c'est très éclairant. Là, pour les gens qui nous écoutent, puis pour mon propre bénéfice personnel, j'aimerais ça vous entendre parler du vouloir, parce que tout ça, on peut avoir le référentiel, on peut nommer les ressources. Dans certains milieux, les gens cherchent les communs. Autour de certaines tables, on n'a pas encore pris la décision qu'on veut collaborer. Dans vos trouvailles, dans vos recherches, dans vos expériences, qu'est-ce qui permet ou qu'est-ce qui empêche les gens de prendre la décision qu'ici on veut collaborer? Parce que je me dis, c'est comme une décision individuelle avant de devenir collectif. Il faut que chaque personne dise, hey, vous pouvez compter sur moi, là.
Hey, salut les amis! L'incertitude est devenue la nouvelle norme dans notre société et l'éducation, ben c'est pareil. Et ce dont on a besoin plus que jamais, ce sont des leaders humains, conscients et proactifs. Je cherche des leaders pédagogiques qui veulent inspirer une vraie transformation dans leur milieu en commençant par eux-mêmes. Donc, si tu ressens une forme d'insatisfaction ou d'appel intérieur, c'est pas un hasard. C'est que profondément, tu sais qu'il y a une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Ouais. Plusieurs leaders pensent qu'ils ont besoin d'un autre diplôme, d'un autre livre, d'un modèle de plus. Mais avec l'expérience, ce que je peux te dire, c'est une chose essentielle, c'est que la solution est à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. Il faut arriver à transformer les croyances limitantes qui t'empêchent de te dépasser en tant que leader. C'est pourquoi j'ai créé Trouver sa voie en tant que leader. Mais attention, ce programme de coaching premium n'est pas pour tout le monde. Je cherche des personnes engagées à 100%, prêtes à passer à l'action avec conscience et intentionnalité. La seule chose qui garantit une amélioration en éducation, c'est un changement dans nos pratiques. Donc, l'idée ici, c'est de devenir la version 10.0 de toi-même. Donc, si ça te parle, ça, envoie-moi le mot « coach » en privé, soit dans Instagram, Messenger, LinkedIn ou par courriel, et je te contacterai pour voir si tu corresponds à ce que je recherche pour mon programme « Trouver sa voie en tant que leader ». Envoie-moi le mot « coach » en privé et discutons de tes objectifs. Question à 2,5 millions. Je pense que cette décision-là, elle se prend à plusieurs reprises. Je pense que les gens, spontanément, ont l'élan de collaborer et ont le goût d'aller de l'avant puis de travailler avec d'autres. C'est petit à petit, quand le projet se met en branle, qu'on voit que la personne ne pense pas comme nous, ou qu'on voit qu'il y a ça va être plus long que prévu, puis que là, finalement, il faut parler de la collaboration puis de nos normes de fonctionnement avant d'entrer dans le sujet. Puis moi, je veux produire un examen, par exemple, pour telle matière. Ben, je suis comme, ben là, ça va pas assez vite. OK, moi, je suis performante, ça va pas assez vite. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est soit que je me désengage silencieusement, puis je dis, j'attends que ça se termine, ou bien je fronte, puis je dis, ben là, comment on peut-tu avancer plus vite? Donc, à ces différents moments-là de la collaboration, c'est, tu sais, ça veut dire, tu sais, ça demande aux gens de dire, est-ce que je veux encore collaborer? Puis si je veux collaborer encore, ben ça me prend une prise de responsabilité pour avoir assez de courage pour être capable de le nommer. J'ai le goût de collaborer, j'ai le goût qu'on fasse ça ensemble, puis qu'on y arrive, puis j'y crois, puis je crois à la capacité à moi et à l'autre de se transformer à l'intérieur de ça. Sauf que pour l'instant, pour être capable de faire un pas de plus, moi, j'aurais besoin du côté, je ne sais pas moi, qu'on clarifie notre vision, parce que je pensais qu'on s'en allait à la même place, mais là, je suis plus sûre. Fait que de s'amener comme ça. Puis des fois, on préfère laisser faire plutôt que d'aller vers ça. Puis nous, c'est notre cheval de bataille à Sylvie et moi de dire, quand il y a des situations, ben, on s'amène. Puis l'idée des boussoles collaboratives, c'est un peu comme d'avoir un tiers-lieu où je parle de moi, mais à l'aide d'un outil. Puis l'autre parle de lui à l'aide de l'outil qui n'est pas ni un ni l'autre. Fait qu'on arrive sur un terrain qui est plus objectif que subjectif. Fait qu'on n'est pas dans le jugement tu devrais. On est plus dans j'aimerais ça vivre ça. Oui. Fait que le vouloir, c'est vraiment le non, parce que tu peux savoir, tu peux pouvoir, mais si tu veux pas, parce qu'à la fin du guide, vous allez voir, on revient à l'individu, puis on revient à son vouloir. Est-ce que tu veux encore, considérant ça? Puis si tu veux pas, c'est OK. Malgré l'injonction, malgré que ce serait mieux, malgré le fait que ça n'a pas d'allure de dire qu'on ne veut pas collaborer en 2025, hein, on le voit comme si c'était une nécessité. Ben non, c'est possible de s'amener puis d'être capable de l'expliquer pourquoi. Fait que c'est juste de donner des outils et des mots aux gens. Ouais. Veux-tu compléter? Merci. Oui, mais ce qu'on voyait avant, comme quand on parlait du vouloir, souvent les gens, s'ils n'ont pas d'outils pour s'amener, comme elle dit, comme Isabelle a mentionné,
ben, ils vont se fier à leur expérience antérieure. Puis s'ils ont vécu des expériences antérieures négatives de collaboration, ben, ils vont rester accrochés là-dessus. Hein, je le sais, ça revient tout le temps au même, là. Là, elle va dire qu'elle fait ça, puis elle le fait pas, puis je vais finir à le faire tout seul, puis ou lui, il me dit ça. Et là, on reste dans nos expériences antérieures, et ça, c'est un moteur important, c'est un levier important du vouloir. Il faut se détacher des expériences négatives antérieures. Puis comment on fait pour se détacher d'une expérience? Parce que des expériences de collaboration négatives, il y en a des. On pourrait vous en nommer plein, puis Alors, on sûrement tout écrit le un monde. livre. Ouais, tout le monde, ouais, c'est ça. Tout le monde peut en nommer. Mais si on a que ça pour se défendre du fait qu'on veut plus collaborer, mais on fait pas avancer la collaboration, on peut soit souvent on va déclencher des crises quasiment dans les milieux organisationnels. Fait que nous, on se dit si on a comme la possibilité de dire, ben, je veux, mais je veux pas vraiment à cause de ça. Et voici ce qu'il faudrait faire pour que je puisse vouloir encore. Et là, c'est comme si on se détache, comme disait Isabelle, on se détache de la personne, on se détache des personnes ou de la responsabilité individuelle de chacun, puis on remet la responsabilité au groupe. C'est comme si c'est une double boucle, là. On travaille sur la collaboration pour développer l'interdépendance, puis on travaille sur le développement de la compétence à collaborer en interdépendance, en plus. Tu sais, on se dit, c'est une job qu'on a à faire. Puis, expérience personnelle avec Isabelle, courte, on travaille beaucoup ensemble, moins là, mais on a beaucoup travaillé ensemble, puis c'est pas rare les moments où on s'est arrêté, puis se dit, hey, tu sais, là, ça marche pas, là, nous deux, quand on fait ça de même, ou j'ai senti telle affaire, ou... Et ça veut dire on arrête le projet, puis on parle de notre interdépendance ou de la façon dont on collabore. Et Mhm. ça fait qu'après, on n'a plus besoin d'en parler. C'est ça que les milieux, il faut qu'ils comprennent, c'est que s'ils perdent du temps au début, après, si les milieux restent assez stables, la difficulté encore supérieure actuellement dans les milieux éducatifs, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stabilité. Ouais. Fait que c'est encore plus dur parce que c'est toujours à reconstruire, mais une équipe qui reste pendant une année puis qui passe par-dessus ces difficultés, ben, il y a des chances que après, ça y aille plus vite pour collaborer. Je sais pas. Donc, vous avez parlé d'un livre, il y a le chapitre, il y a les boussoles collaboratives. Lequel serait mieux d'aborder en premier? Est-ce qu'on parle des boussoles, puis un peu comment elles sont construites, ou vous voulez parler du chapitre du livre? En fait, le chapitre du livre c'est tout le processus pour arriver, entre autres, aux boussoles puis au OK, modèle de cogestion. Donc, OK. c'est peut-être plus intéressant pour Ça met les gens, dans le fond, ça va aider aux gens à comprendre d'où ça sort, ces outils-là, par qui ils ont été créés, OK. surtout qui ont été OK. créés dans une dynamique de collaboration puis d'interdépendance. C'est ça. Ben, c'est fantastique. Ben, parlons de ça, le chapitre, puis le livre, qu'est-ce que c'est, le titre, et le chapitre comme tel, de quoi ça parle, d'où ça vient. Isabelle, tu l'as Merci d'avoir pris le temps Non, d'écouter je le l'ai pas. podcast. C'est pas passé Si sur tu as aimé l'épisode de cette semaine, pourrais-tu me rendre un c'est immense à l'intérieur service d'un livre et qui laisser s'appelle un Partage de avis? récits professionnels, Ça nous aide à faire de connaître le direction podcast d'établissement et d'enseignement à et de aider résultats de davantage recherche de en leaders gestion à d'éducation. inspirer la Une transformation combinaison gagnante dans menant leur vers vie. la réussite, c'est sous la direction de France Gravel. OK. Et nous, ce qu'on a participé à ce livre-là, c'est le chapitre 7 qui parle de collaboration, un OK. levier pour le bien-être. On le disait tantôt, l'efficience, l'efficacité du personnel de direction d'établissement scolaire au primaire. Et à l'intérieur du livre, il y a les liens pour avoir accès aux boussoles collaboratives. Mais dans le chapitre, on explique plutôt toute la démarche de recherche, parce que c'est une recherche collaborative qu'on a menée avec des directions d'école d'un secteur qui devait travailler en interdépendance, comme on le disait tantôt, puis qui parfois avait de la difficulté à justement il était plus par rapport à chaque école ou même dans une même école, une direction puis une direction adjointe doivent travailler en interdépendance puis c'est pas toujours évident. Donc c'est un peu la recherche collaborative, comment on l'a menée sur 2 ans et d'où elle vient dans le fond, c'était vraiment le désir, parce qu'une recherche collaborative, tu ne l'imposes pas, hein, c'est le Non, désir non. de l'équipe de développer leur collaboration et leur interdépendance. OK. Et ça vous a permis de dégager des pratiques qui fonctionnent, puis développer le modèle des boussoles collaboratives par après, c'est ça? Ce que ça fait, c'est que ça a donné des indicateurs, je dirais, OK. on a classifié par la suite. On s'est OK. rendu compte que dans la collaboration, il y avait une dimension qui était interactionnelle, par exemple. Ouais. Puis, parce que les gens disaient, ben moi, je veux pouvoir m'exprimer.
puis je vais être écoutée. Puis là, à un moment donné, on négocie. Fait que là, on ressortait dans cette situation-là, comment ça s'est passé. Et là, on était capable d'extraire, OK, je me suis gardé une réserve, par exemple, par rapport à une idée que j'aurais aimé vouloir émettre, mais j'ai pas osé parce que je sentais pas l'écoute. Fait que là, on était capable, OK, puis le pas de plus, si tu voulais faire un pas de plus, ce serait quoi? Ben, d'avoir tout l'espace nécessaire, puis qu'on soit authentique, puis qu'on ait le goût de partager nos idées, puis qu'on ne se sente pas jugé quand on les apporte. OK, fait que là, un pas de plus. Puis après ça, si tu voulais faire un troisième pas, bien, on pourrait-tu faire un consensus autour de ces idées-là, puis de voir sur quoi on s'entend. Fait que là, on est capable de se dire, OK, au départ, on est là. Si on veut faire un pas de plus, on peut aller là, puis encore un autre pas. Puis ça va être du savoir collaborer. Là, on était capable de voir qu'on était dans le savoir collaborer, de la compétence à collaborer de Sylvie, entre autres. Puis là, en construisant ça morceau par morceau, on a vu apparaître ces différentes dimensions-là, que ce soit la dimension individuelle que tu parlais tout à l'heure pour le vouloir. Puis on en a d'autres qu'on les appelle pour le nous, le nous collectif. Tu passes ça du jeu au nous. Puis on a la collaborative, l'organisationnelle, l'interactionnelle. Puis la dernière, c'est l'organisationnelle. Puis pour certaines personnes, l'idée, c'est pas de toutes les rendre, c'est de toutes les prendre de front, mais de prendre celle qui t'interpelle, de dire, moi, dans la collaboration, c'est super important, l'organisation, puis qu'on soit structuré, puis qu'on ait des ordres du jour, puis qu'on respecte notre temps. Bien, amène-toi avec ça, tandis que quelqu'un d'autre, ça va être plus la vision, la vie d'ensemble. Bon, ça nous donne des morceaux pour pouvoir discuter de façon objective, puis en prévention. Moi, c'est vraiment, je trouve que c'est en prévention d'éventuels enjeux qu'on pourrait avoir. OK. Puis ça nous donne les mots pour parler de collaboration aussi. Puis, tu as dit tantôt quelque chose dans mon vécu qui est très important, c'est le tiers point quand on est en collaboration. Donc, d'avoir un outil qu'on peut pointer ensemble, les idées sont sur le référentiel, puis ben nous, on peut être en relation, puis on réfléchit à comment on pourrait faire ça. Ça vient dissocier les concepts des personnes, tu sais. Exact. Ça nous donne la permission d'être en réflexion ensemble. Oui. Puis les concepts sont à côté. Comme ça, on brasse les idées sans brasser les personnes, tu sais. Exact. Ouais. Ça nous donne un outil pour arrêter de parler juste du projet, mais de parler de notre collaboration, ce qu'on n'avait pas vraiment, qu'on trouvait, tu sais, c'est difficile pour une personne de commencer à dire, mais là, on se dit, ben OK, il y a tel outil. Est-ce qu'on regarde, nous, dès le début d'un projet collaboratif, est-ce qu'on regarde la dimension organisationnelle? Puis là, ben, comme tu dis, c'est pas les personnes, c'est cette dimension-là qui est analysée. Puis en analysant, on fait des espèces de compréhension, on met ensemble notre compréhension, parce que ça se pourrait que moi, je trouve que c'est super bien organisé, puis c'est parfait de même, puis ça se pourrait qu'une autre personne dise, ben non. Fait que là, on est capable de voir, OK, où est-ce que ça peut achoper sans mettre des noms sur des personnes, mais plus nommer les points de situation qui sont importants. Oui. Comment diriez-vous qu'on aborde l'utilisation des boussoles? Tu sais, disons que je regarde une planification d'une année scolaire, puis je me dis, tu sais, tantôt, Isabelle, tu disais, il faut pouvoir collaborer. En d'autres mots, il y a du temps à l'horaire pour faire ça. Si on regarde juste la dimension du temps, la fréquence où on peut se rencontrer pour collaborer, parler du projet, puis parler de comment on collabore, puis avoir l'espoir que les deux progressent. Notre capacité à être ensemble et le progrès. C'est quoi une fréquence, mettons, là, idéale ou... tu sais, si on se rencontre au mois de septembre, on se rencontre au mois de juin, ça, c'est pas idéal, mais comme, y a-tu comme un sweet spot en bon français là, à viser qui permet aux gens de pouvoir peut-être espérer que c'est suffisant pour penser qu'on va avancer comme équipe, là? On l'a pas documenté ça, mais quand on lit d'autres auteurs, on voit que, tu sais, de se voir aux 6 semaines, puis à peu près 6 fois dans l'année, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour voir une synergie s'installer, puis voir atteindre des objectifs, là. Puis dans les écoles actuellement, il y a beaucoup de CAP qui permettent ça. Donc, ça peut être un outil qui soutient les CAP lors des rencontres, là. Puis, tu sais, c'est sûr que
un temps au début d'installer l'alliance de travail, les normes de fonctionnement, tout ça. Donc, c'est un bon moment stratégique pour introduire les boussoles, pour Ouais. les mettre à partie, parce qu'il n'y a personne qui est teinté à ce moment-là. Il n'y a personne qui se sent soit jugé ou qui sera prise à partie par rapport à ça. Puis après, de juste faire nos régulations de rencontre, puis nos rétroactions de rencontre ou nos co-évaluations à la fin de la rencontre avec un élément d'une boussole qu'on a le goût de faire, puis que sur quelque chose qui a été favorable, quelque chose qu'on veut améliorer à la prochaine, c'est quelques minutes de la rencontre, mais qui fait en sorte que ça demeure vivant, puis que quand il va y avoir un enjeu plus sérieux, bien, on va pouvoir s'y référer. OK. Pour les gens qui prennent le temps de nous écouter, puis on va mettre le lien des boussoles là, dans les notes de l'épisode pour les gens qui voudraient consulter ça puis s'en servir. Je me dis, on a un outil pour collaborer. Wow! Pourquoi pas? Euh, Mettons que je suis responsable de préparer l'ordre du jour, dimension Ouais. organisationnelle, je veux un ordre du jour, puis là, je suis en train de préparer l'animation. Peut-être que c'est une responsabilité que j'ai, que je sois conseiller pédagogique qui accompagne l'équipe école, peu importe. Je suis là- pour cette rencontre-là, je suis responsable. Comment je pourrais peut-être organiser ma façon de répartir le nombre de minutes? Mettons que j'ai 2 heures, là, les proportions du temps où on pourrait peut-être vouloir parler de collaborer versus le projet. Y a-t-il comme une approche qui fonctionne mieux selon vous ou si ça dépend de l'équipe? Comme comment les gens pourraient intégrer l'utilisation d'un outil comme les boussoles dans leur façon de préparer l'animation de ces rencontres-là? Je pense pas. Ben, Sylvie, nous, on n'a pas statué ça en termes de temps, Non, non. mais on l'a statué en termes c'est comme si c'était un filet de sécurité. C'est comme si OK. c'était quelque chose qui est présent, mais tu peux y accorder 5 minutes ou 10 minutes au début, mais à la rencontre d'après, dire on va prendre 1 heure. Ouais. Parce que c'est en fonction des besoins. Fait que de le calquer puis de le rendre systématique à chacune des rencontres, ben oui, en amont pour dire, tu sais, un peu comme je te racontais en disant pour s'évaluer ou quelque chose comme ça, mais je pense pas, à moins que Sylvie, que toi, tu le vois d'une autre façon que au niveau du temps, là, on le répertorie comme ça. On pourrait le répertorier comme tu le souhaites, là. Ce C'est qu'on a, intéressant. Vas-y. ce qu'on a réalisé, c'est que on croyait initialement, Isabelle et moi, que en offrant cet outil-là, les gens, justement, seraient capables de se fier à leurs besoins, puis ils l'utiliseraient en fonction de ce qu'ils vivent et ils moduleraient. Puis là, on se rend compte quand on a fait un petit peu la présentation à certains milieux, ben ça reste quasiment un sujet tabou. Hum, Une Ah oui, personne hein? Ouais. Ben, une personne qui dit, je suis dans une équipe collaborative depuis, je sais pas, depuis septembre, on est rendu en janvier, février, ça marche pas pantoute. Qui je suis, moi, pour dire, hey, j'ai une bonne idée, on va se mettre à regarder comment on fonctionne. Et les gens, c'est là aussi que ça prend du courage. Et nous autres, on se disait, ben, c'est parfait parce qu'on offre l'outil. Il reste juste à une personne dans l'équipe à le présenter. Et c'est comme ça qu'est est venue l'idée, en tout cas, de poursuivre notre travail collaboratif, Isabelle et moi, pour dire, hey, c'est pas suffisant. C'est tellement compliqué de regarder comment on collabore puis comment on développe notre interdépendance que oui, l'outil, mais ça prend même un guide pour l'utiliser. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à se dire, OK, on va faire des situations, des situations types, puis on va décrire comment nous on voit, puis ça veut pas dire que c'est les seules façons, mais on a appelé ça des dispositifs d'utilisation. OK. Donc, tu sais, je peux peut-être en parler rapidement, puis on Ben, ça serait développera. intéressant. C'est super concret. Fait que je sais pas, je te laisse choisir la situation, là. Ben, mettons, je vais décrire la première situation. On commence dès le début de l'année, on a une nouvelle équipe collaborative. Puis là, ben, il y a une personne qui est au courant que les boussoles existent, mais il n'y a aucun travail de fait dans l'équipe. Et on s'amène en disant, ben, hey, ça serait peut-être une bonne idée. Voici les boussoles. Fait qu'il n'y a pas d'enjeu négatif encore. Ça commence. Même si les enjeux négatifs sont sous-jacents, on s'entend. Et la première boussole qu'on demande d'utiliser, c'est aller se situer au niveau personnel. Donc là, il faut qu'ils se mouillent sur leur vouloir collaborer. Euh, Hmm. Puis ils partagent s'ils veulent. Ils sont pas obligés de partager à tout le monde, mais c'est une première réflexion de quand j'arrive ici. Puis là, on partage cette boussole-là. Puis après ça, on dit laquelle des autres boussoles
on pourrait s'en servir pour s'auto-évaluer à la fin des rencontres. Mettons, on commence avec une à la prochaine. Donc ça, c'est une première situation où il n'y a pas eu d'enjeu officiel. Des fois, ils sont implicites, les enjeux, hein. On s'avoue que si une direction d'école ou une personne dit tout le monde se rencontre, c'est obligatoire. Premièrement, la collaboration, c'est un autre paradoxe, là, ça s'impose pas. Mais actuellement, on fait comme si ça pouvait être imposé. Donc, on donne, ce dispositif-là permet, de premier, de parler de avec quoi on arrive dans cette relation-là de collaboration qui nous a été imposée, qu'on semble tous vouloir, mais qu'on va se rendre compte que peut-être que c'est pas si ça. C'est pas égal. Fait que ça, c'est le premier. Je vais laisser la parole à Isabelle pour parler du deuxième. Dispositif. Oui. Le deuxième dispositif, en fait, c'est que là, on ne l'a pas introduit disons, dans les caps au fur et à mesure, puis là, on vit un enjeu. Donc, il y a quelqu'un, un peu comme Sylvie disait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai un outil, ça vous tente qu'on regarde ce à quoi on fait face à partir de cet outil-là, qui est les boussoles. Puis, selon s'il y a une adhésion du groupe, là, il y a la possibilité de regarder individuellement. On commence toujours individuellement pour avoir une perception individuelle de la situation. Puis après ça, on négocie le sens en disant OK, moi, je pense qu'on a quelque chose au niveau de la vision. Moi, je pense que c'est plus au niveau de notre climat ou de notre objectif de travail. Puis là, après ça, on s'explique pourquoi et on se l'explique à l'aide des 3 niveaux là, de développement de cette dimension-là, de cet élément-là. Donc, ça permet d'avoir quelque chose sur lequel on va s'entendre. Puis là, on va dire, OK, ah oui, c'est vrai. Puis là, on en profite dessus, soit maintenant ou à notre propre. Parce qu'on n'a pas besoin de tout régler tout de suite. Est-ce qu'on en profite pour se dire, on le met à l'ordre du jour de notre prochaine rencontre, on y réfléchit d'ici ce temps-là à ce qu'on veut comme vision, comme objectif de travail. Puis, ça nous donne, c'est comme des leviers pour dire, on sort parce qu'on sort de, moi, je pense, puis moi, je trouve, puis toi, tu dis, puis on arrive à quelque chose qui est, comme on le dit depuis le début, là, qui pourrait être plus objectif, puis moins dans quelque chose dans le jugement ou dans le... Mais ça prend une certaine confiance quand même pour être capable de s'amener avec ça, puis de se sentir légitime, puis de se sentir assez solide pour s'amener en authenticité, parce que c'est ça. Si on n'arrive pas avec l'authenticité, là, il y a un ressenti dans le groupe, puis c'est pas des boussoles magiques, hein, c'est des boussoles, c'est un outil pour nous aider à mieux communiquer ce qu'on a le goût de vivre avec l'autre, puis le rêve qu'on a le goût de faire en vivant cette collaboration-là. Là. Absolument. Le mot en filigrane, c'est vulnérabilité, là. C'est clair. Le dernier dispositif, c'est celui qui va faire peut-être réagir un certain milieu, mais nous, on est bien, on y croit beaucoup à celui-là. OK. Parce OK. que c'est celui que tu es dans une équipe collaborative. Toi, tu as l'impression que ça marche pas. Puis tu veux comprendre sans partager avec tout le monde pourquoi tu trouves que ça marche pas, alors que peut-être qu'il y en a deux, trois qui ont l'air à avoir l'air que ça marche. Donc, tu l'utilises toi-même pour faire une analyse de dans quoi tu es. Donc, qu'est-ce qui te dérange au niveau organisationnel? Qu'est-ce qui te dérange au niveau cognitif? Qu'est-ce qui te dérange? Donc, tu analyses sans en parler et tu fais une introspection de ta vision de cette collaboration-là et qu'est-ce qui cause ton malaise. Et ça va t'aider à pointer des choses, soit que tu vas considérer comme insurmontables, puis tu vas dire, et là, tu auras peut-être le courage de dire dans l'équipe, moi, là, j'ai réalisé que c'était impossible pour moi et voici pourquoi je me désengage. Là, je sais que c'est pas populaire, là, parce qu'on n'est pas supposé de se désengager de la collaboration dans le milieu éducatif actuel, mais c'est pas une décision qu'on prend sur le coup de l'émotion, c'est une décision qu'on prend parce qu'on a analysé et que c'est en train de nous détruire, parce que parfois, des relations collaboratives qui sont difficiles, ça détruit des équipes, hein, on le voit, là. Puis là, il se passe des clans, puis c'est... Fait que ou l'autre possibilité, une fois qu'on s'est auto-analysé avec les boussoles à l'intérieur on prend du temps, c'est de dire, j'ai compris, moi, selon moi, je vous présente ce qui serait important pour que je reste et je suis capable
de travailler à ce qu'on le développe ensemble parce que j'ai encore espoir que ça va marcher. Donc, on n'est plus dans j'y vais puis je me ferme puis je fais semblant de collaborer puis je dis plus rien. On n'est plus non plus dans je suis enragée puis je me crains puis on fait des clans. On est dans le courage d'analyser de façon vraiment personnelle, mais réflexive avec des outils, donc de voir à quoi ça fait référence dans nos schèmes à nous, puis pourquoi on peut plus continuer là-dedans, et d'être capable de... Puis là, moi, j'ai espoir que si jamais les gens faisaient ça, ça débloquerait des situations, on arrêterait de faire semblant. Parce que on a beau mettre de l'argent pour faire des caps, pour faire des copes, toutes les communautés qui sont à la mode, mais si on n'a pas le courage de faire avancer l'interdépendance, ben on travaille un peu dans le vide. Puis, fait que, Ça coûte cher, hein? oui. Ça coûte cher, ça. En temps, en énergie, en ressources. Ouais, ouais. Wow. Je trouve ça fascinant, l'outil que vous avez pris le temps de mettre ensemble, qui part de la recherche, qui part de vos expériences. Euh, je reviens, Isabelle, à l'objectivité. Ça nous amène à ajouter un degré d'objectivité au véhicule qu'est la collaboration. Puis éventuellement, dans le projet, il faut trouver aussi une façon d'amener de l'objectivité dans le choix des stratégies qu'on utilise pour amener les jeunes à apprendre. Parce que oui, autour de la table, au début, on commence par je pense, je crois, je sens. Puis ça, c'est le savoir expérientiel qui est extrêmement riche. Puis c'est important aussi d'aller puiser dans les fondements qui disent, ben regarde, on n'est pas obligé de prendre des détours, là. Enseigner la lecture, là, c'est ça qui fonctionne, on le sait, là. Est-ce qu'on peut amener ça pour nos élèves, par exemple, là, tu sais, donc... wow! Là, je me projette dans l'avenir, j'ai hâte de voir les retombées chez les premières retombées chez les équipes qui vont avoir le courage de commencer à te parler du savoir collaborer, dans le fond, là. C'est un peu ça là, que vous êtes en train de nommer. Là. C'est wow. Mais c'est pas, je veux juste remettre les choses en perspective. Malgré tout ça, c'est encore quelque chose de très difficile. Pour plusieurs raisons. Entre autres parce que la collaboration, c'est actuellement en éducation une injonction. Fait que tant qu'on va considérer ça comme une injonction, puis que, ben, sans que ce soit dit comme ça, mais je sais pas si tu veux, tu vas avoir un poste de gestionnaire, puis tu dis, moi, je suis exceptionnelle, mais je vous avertis, je collabore jamais. Je pense pas qu'en 2025, tu vas avoir un poste. Fait que, puis tu sais, ça m'amène à parler aussi à un autre outil, peut-être qui est intéressant, qu'on publicise moins, mais qui est plus entre des gestionnaires, justement. Comment on fait pour collaborer même, puis être interdépendant, même quand on n'est pas dans la même école? Fait que c'est comme ça qu'avec le même groupe, on a, avec elle, puis avec eux, on a comme co-construit des dispositifs de co-gestion, un peu à l'image des dispositifs de co-enseignement. On est parti de cette idée-là. Si deux profs peuvent co-enseigner, est-ce que deux directeurs d'école différentes ou une direction puis une direction adjointe peuvent co-gérer? Et ce qu'on a fait avec elle, c'est d'essayer d'expérimenter encore une fois des situations ou des dispositifs pour le faire. Rapidement, je vais juste les nommer, puis Ben oui. pour nous questionner, pour en savoir un peu plus. Le premier modèle, c'est la co-gestion pour problématiser. Donc, ça, c'est le premier modèle. Le deuxième, c'est la co-gestion pour intervenir. Puis le troisième, c'est co-gestion pour réfléchir juste à temps. Fait que je ne sais pas si tu veux qu'on prenne 2, 3 minutes pour expliquer chacun de Ça ces serait modèles. fantastique, oui. Ben oui. Ben oui. Isabelle, veux-tu parler d'un des trois en particulier qui te... Oui, ben, je peux faire le deuxième ou le troisième. Vas-y, commence avec le premier. Ben, le premier, c'est co-gestion pour problématiser. Fait que là, on disait, souvent, les directions sont dans leur milieu, puis sont pris dans des situations qui sont complexes. Puis, problématiser, c'est déplier une situation, hein. T'es comme ça, là, t'as un gros bâton, là. Puis, pour problématiser, il faut que tu comprennes tout ce qu'il y a là-dedans. Ouais. Puis, il faut que tu le déplies. Puis là, tu vas mieux voir ce qu'il y a là-dedans. Puis en voyant mieux ce qu'il y a dans ta situation, ben, tu es capable d'intervenir mieux que si tu vois ça juste là. Puis là, on disait, chaque école vive des situations semblables, vive des problématiques semblables, mais ils traitent chacun de leur côté tout ça. Fait qu'ils essayent de déplier leur situation
tout seuls. Mais s'ils sont en équipe, puis qu'ils essayent de voir comment, ce qui ressemble, ce qui se ressemble pas, ce qu'ils pourraient faire en commun. Entre autres, je regarde ma feuille, mais tu sais, collaborer entre une direction adjointe pour savoir comment on peut mieux intervenir puis mieux comprendre la complexité des situations professionnelles, mais ensemble. Donc, on n'est pas en train d'intervenir, on est en train d'essayer de comprendre. Et ça, ben, ça peut se faire en interdépendance, même si le milieu puis la situation n'est pas exactement pareille, mais comme on sait, exemple, actuellement, beaucoup de directions sont aux prises avec un grand nombre d'enseignants non détenteurs de brevets. Ben, Mhm. comment on comprend cette situation-là ensemble? Comment on essaye de se trouver pas des stratégies pour intervenir, juste de comprendre tous les enjeux par rapport à ça, puis comment je pourrais justement travailler sur le développement professionnel ou comment je pourrais me partir comme une séquence, mais on le fait ensemble. Et ça, Mhm. c'est pas souvent les centres de services scolaires vont faire la promotion que les directions travaillent ensemble dans un comité de gestion, mais il y a beaucoup de monde, puis il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, nous autres, on se disait, il faut qu'on s'allie deux ou trois directions d'un même milieu, d'un même secteur, ou un même milieu qui se ressemble, qui vivent les mêmes sortes de problèmes, puis essayer de comprendre dans quoi ils sont ensemble, au lieu de le faire séparément, puis de se battre séparément. C'est un peu... Au lieu d'essayer de réinventer la roue chacun de notre côté, là, de prendre ce temps-là, puis ben oui. Oui, pour Fait mieux que comprendre, les boussoles collaboratives peuvent-elles servir dans un tel contexte aussi? naturellement. Yes. Et elles qui les ont construites avec nous à ce moment-là, en faisant leur modèle de cogestion, elles étaient capables de nommer c'est quoi au niveau de l'organisation qu'il y avait besoin, au niveau de la collaboration, au niveau de l'interaction. Donc, elles ont été en mesure de le faire. Puis les deux autres modèles, ben, c'est des situations professionnelles qui sont différentes. Donc, l'autre est pour intervenir, se rendait compte que tout le monde prépare sa rencontre de parents, son activité d'accueil des enseignants, du personnel scolaire au début de l'année. Tout le monde doit mettre en place le plan de lutte. Donc, il y avait plusieurs contextes que tout le monde avait à faire. Fait que là, ils se sont dit, ben, pourquoi on les fait pas ensemble? Puis qu'on n'en fait pas profiter tout le monde. Fait qu'ils travaillaient puis là, il y avait aplani la hiérarchie. Là, les directions et les directions adjointes étaient, pour ces moments-là, étaient des collaborateurs. Donc, ils se réunissaient, pas les sept, mais deux ou trois pour les sept, puis ça permettait d'agir là, sans que tout le monde fasse tout un peu de collaborer ensemble. OK. OK. La dernière configuration, la cogestion, c'est pour réfléchir jusqu'à temps. Ça a été très apprécié. Je ne sais pas si c'est poursuivi. C'est toujours ça, hein, dans le temps. Des fois, on oublie ce qui fonctionne bien. C'est se donner un échéancier de rencontres virtuelles courtes de 30 minutes avec une personne qui apporte sa difficulté. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça cogestion pour réfléchir juste à temps. Donc, voici ma situation. Puis toute la procédure ou le dispositif est décrit précisément. Là, ça dure pas 2 heures, puis on jase pas de 5000 affaires. Il y a une personne qui présente. C'est un peu dans l'optique ou dans la vision du co-développement professionnel. Dans Ouais, le fond, ouais, c'est que, mais de se donner un échéancier d'avance ouais. pour dire 30 minutes, c'est pas long, puis quelle heure qui est le mieux? Ben, de 9 heures à l'équipe avec qui on travaillait, elle disait à 9 heures, d'habitude, ça, c'est moins. 8h15, c'est pas une bonne idée. 4 heures Non. non plus, ou midi non plus, mais des fois 9 heures, entre 9h et 9h30, puis ils se donnaient des rencontres d'une demi-heure où une personne partageait la situation qui avait besoin d'agir rapidement, puis qui était un peu coincée, puis les autres donnaient un peu leur avis ou leur conseil, puis ça durait 30 minutes. Les premières, on n'a pas toutes participé aux rencontres, Isabelle, hein, les premières seulement, puis après ça, ils étaient devenus comme autonomes pour le faire. Donc, ça, c'est la dernière, c'est la cogestion pour réfléchir juste à temps, c'est donner la permission. Mais ça aussi, ça prend du courage parce que c'est deux directions d'école différentes et il faut que tu dises à l'autre que tu es dans le trouble pour quelque chose. Souvent, c'est pas populaire, ça. On veut être efficace, efficient tout le temps, puis parfait. Fait qu'on se Mhm. disait qu'une des façons c'est de sentir cette interdépendance-là. Parce que si moi, dans mon école, je vais pas bien ou ça va pas bien, puis que je finis, j'exagère, mais je finis en burn-out, ben c'est tout le secteur qui va être affecté, hein. Fait que notre centre, notre milieu, c'est une communauté éducative. C'est pas juste mon école. Puis, tu sais, c'était des écoles qui étaient près l'une de l'autre.
Donc, se sentir interdépendant du bien-être de l'autre, de la façon dont il réfléchit, puis y aider à réfléchir. Fait que ça, c'était un autre modèle de cogestion. Ça me fait penser à un modèle que j'ai déjà vécu comme accompagnateur. On avait comme c'était l'initiative d'une personne dans l'équipe qui avait lu ça quelque part chez Toyota. Le matin, il arrivait là, puis il déposait des. Je me rappelle pas du nom, il y a un nom pour ça, mais c'était 15 minutes. On était trois personnes au téléphone, puis on faisait juste déposer. Voici l'enjeu, voici où je suis rendu dans ma réflexion présentement, voici ce que je pense faire. Avez-vous des conseils? Avez-vous quelque chose à mettre sur la table ici? OK, bonne journée, on se reparle demain matin de comment ça s'est passé chacun de notre côté. C'était très, très, très rapide. Puis pas d'ordre du jour, pas de documentation, c'était juste une structure où on se disait, OK, on s'appelle. Puis c'était 15 minutes. Puis c'est le fun de savoir, au début, il y a comme, faut que tu apprivoises le fait que, ah oui, c'est vrai, j'ai comme la permission, puis aussi le devoir de dire ce que je fais aujourd'hui, que ça sous-entend que j'ai une intention dans mon leadership, puis d'identifier peut-être des enjeux que je suis en train de vivre. Puis là, ben, tu te dis, OK, c'est qui est au bout du fil, là? Qui va m'entendre dire ça? OK, c'est vrai, je le connais, lui. Elle aussi, OK, c'est mes collègues, ceux-là, là. OK. C'est Fait que un de peu créer cette confiance-là, puis de se donner la permission de pas tout savoir, là, ça demande cette ouverture-là, là. ça. Ouais. Exactement. J'avais quelque chose par rapport à ça, puis j'ai comme, c'est pas grave, ça devait pas être si important, mais oui, c'est ça. Quand on parle d'efficacité, d'efficience, là, Ouais. moi, les gens détournent ça comme si c'était, faut pas que ça prenne de temps, puis il faut que ça soit efficace, donc j'atteigne mes objectifs, puis il faut que ça prenne pas trop de ressources humaines, puis pas trop de ressources matérielles, puis pas trop de ressources au niveau du temps. Mais quand on parle d'interdépendance puis de collaboration, quand on parle du pouvoir, c'est un peu l'opposé. Fait que oui, il faut se donner du pouvoir, donc il faut être capable d'avoir du temps, puis il faut se le donner le temps. Fait que l'efficience puis l'efficacité, c'est pas que ça y aille vite, Non, nécessairement, c'est non. qu'on adhère à ça. Fait que des fois, les directions, nous, on a vécu ça beaucoup dans le projet. Ils sont tellement, puis dans n'importe quel autre cadre de travail, c'est pareil, quand tu es tellement absorbé par toutes les tâches puis toutes les responsabilités que tu as, tu as de la difficulté à voir que de sortir de ça, de te mettre à pelleter des nuages, hein, on peut dire ça de même, puis de développer la collaboration, que tu vas être efficace et efficient, mais oui. Puis c'est pour ça qu'on le développe pas tant, l'efficience, puis l'efficacité, parce que on pense que c'est sauter par-dessus ces étapes-là. Donc, j'ai pas le temps, moi, de prendre une demi-heure le matin à 9 heures pour parler à ma collègue puis de l'entendre dire qu'elle a de la misère avec telle affaire. J'exagère, là, mais ça peut être ça notre réflexe d'efficacité puis d'efficience qui Ah est ben, complètement faux. il y a du vécu derrière ce que tu dis, là. Puis, tu sais, c'est clair, je vis la même chose comme accompagnateur, des choses que je peux entendre, tu sais. Fait que c'est la réalité. Puis, on est souvent, la collaboration efficiente, c'est souvent, il faut être dans l'action. Si on accomplit des choses, c'est efficace. Si on réfléchit, puis on dialogue, ça, c'est comme, on fait quoi? On a comme l'impression que ça avance pas si on n'est pas en train de produire quelque chose. Alors que la vision commune, développer le lien, savoir être ensemble, puis tu sais là, Mhm. avoir le goût de partager à Sylvie ce que je vis avec mes élèves, ça prend du temps hein? Il y a du non-verbal là-dedans, il y a du ressenti, il y a une science, mais il y a du relationnel à travers ce qu'on est en train de se dire là, tu sais, donc, ouais, Puis ouais. ça, c'était un enjeu dans le projet de recherche, hein. On était tout le temps en train de remettre ça. C'est important que vous sortiez puis que vous veniez. Tu sais, même au début, Ouais. c'est assez drôle, là, sans donner les gens disaient, ah, on va le faire dans nos écoles, les rencontres. Mhm. Parce que là, on sera. Puis là, à un moment donné, après un an, ils ont dit, non, non, on va sortir. Fait que Mhm. des fois, on pense qu'on peut faire comme deux choses en même temps. Tu sais, on Mhm. va être là, puis on va pas être là. Mais non, pour collaborer puis développer la compétence à collaborer, il faut être toutes là, comme tu dis. Puis ça, Ouais. c'est un investissement de temps. Puis le temps, il est souvent pas tributaire de ce que les autres t'accordent, c'est ce que toi, tu t'accordes toi-même. Et souvent, on a tendance à dire, ah, j'ai pas le temps parce que les autres. Mais non, non, on a un pouvoir là-dessus, un certain pouvoir pas toujours, là, mais en tout cas, au moins, du moins, quand on l'a, il faut le prendre. Puis c'est pas facile dans
comment on est submergé par toutes les choses qu'on a à faire, puis qu'on a l'impression qu'être en action, ça va aller plus vite que de s'arrêter. Ouais, s'accorder de l'importance. Mm. Ouais. Ouais, exactement. Isabelle, tu as parlé de l'association des conseillers pédagogiques, la conseillance pédagogique. Il y a l'agir compétent, Oui. il y a la compétence conjuguée, boussole collaborative, conseillance pédagogique, compétence conjuguée. Ça fit comment, ça, ces engrenages-là, dans ton vécu à toi, là, comment tu verrais là, cet outil-là qui arrive, boussole collaborative, avec l'idée d'être en compétence conjuguée? Comment cet outil-là vient-il bonifier cette union-là, cette collaboration-là? Avec la compétence conjuguée notamment, puis aussi dans l'agir compétent avec la situation professionnelle emblématique de la collaboration, euh, comme commentaire, tu sais, les gens apprécient ces références-là, mais ils ont comme commentaire, ben ça soulève quand même des passions parce que c'est pas tout le monde qui veut. Fait que quand ils veulent pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait que Ouais. j'avais souvent cette question-là. Donc, j'avais développé un petit créneau par rapport à la conversation courageuse, donc des liens là, avec la communication non violente, puis de voir comment on peut s'amener dans ces situations-là. Puis c'est comme le pas de plus, là, des boussoles collaboratives. C'est que la conversation courageuse, c'est plus un processus, une posture que tu vas prendre pour t'amener. Puis l'outil pour ça, ça devient les boussoles collaboratives. Donc, OK. ça te donne des moyens plus concrets encore. OK. Rapidement, es-tu capable de nous dire communication non violente, qu'est-ce que ça implique et qui ça implique? Ben, ça implique tout le monde, en fait. C'est d'avoir de l'empathie pour l'autre, hein. C'est la OK. première chose. Ça pourrait être ça. On utilise beaucoup bienveillance en éducation, de dire, Mhm. tu sais, je m'amène avec ce que je suis, ce que je veux vivre, mais dans la bienveillance, avec empathie pour l'autre, de pouvoir le considérer, puis de s'amener dans le discernement entre ce que je pense, puis qu'est-ce qui est un jugement, puis qu'est-ce qui est la réalité. Fait qu'on va essayer de partir avec des faits concrets. Fait que les boussoles vont pouvoir être puis de s'amener avec ce que ça nous fait vivre, puis à quel besoin, quelle valeur on attribue à ça. Parce que une grande majorité des enjeux qu'on va voir en collaboration, c'est parce que les valeurs ne sont pas alignées de part et d'autre des personnes. Puis là, ça crée des clashs. Puis là, on a une stratégie pour répondre à cette valeur-là, qui est la mienne, puis toi, tu en aurais une autre qui est la tienne. Puis là, on se coltaille sur nos stratégies. Ça fait que la communication non violente, elle nous permet de revenir à nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous, puis de voir si à partir de cette nappe phréatique-là, qu'elles sont, parce que souvent, on a les mêmes, hein. Les valeurs sont universelles, donc on est capable de se rejoindre à ce moment-là, puis de trouver après ça quelle sera la meilleure stratégie qui va être utile aux deux, puis que les deux, on va être dans une situation de gagnant-gagnant et non pas moi, j'ai gagné mon point, puis toi, tu as perdu ton point, là, de sortir de cette relation-là binaire. Ouais, Ça, ouais. c'est bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Moi, j'ai raison, toi, t'as tort. Mais ça fait que ça nous permet ça, fait que ça élargit un petit peu le terrain de jeu, puis ça nous permet Wow. cette flexibilité-là. Ça. Forcément, pour les gens qui nous écoutent, forcément, si la communication non violente existe, c'est que la communication violente peut exister. Et si c'est noir et blanc, il y a des exemples qu'on n'a pas besoin de donner parce que tout le monde serait d'accord. Ah, ça, c'est une communication violente. Peux-tu nous donner un exemple de ce que tu viens de nommer, de la situation où nos valeurs ne sont pas alignées? Un exemple où, avec des nuances de gris, là, où ça pourrait être un exemple de communication qui est plus violente que nécessaire, puis on n'aurait peut-être pas le réflexe de considérer que c'est une communication violente. As-tu des exemples comme ça à donner, juste pour que les gens prennent conscience, peut-être, hey, sais-tu quoi? S'il y a d'autres façons d'amener mon point, tu sais. Des fois, on le fait par mégarde parce qu'on n'est pas conscient, là, tu sais. Ben, la première idée qui me vient, Marius, c'est par rapport à soi. OK. Souvent, dans notre tête, on se dit ah, je suis en entrevue, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser? Hein? C'est un peu Ouais. Alors là, je suis en train d'un peu de me faire violence par rapport à ça, ou je me sens coupable, je suis allée dire ça, puis j'aurais pas dû dire ça, qu'est-ce que la OK. personne va penser? Bien, ça en est des exemples de petites violences qu'on se fait à soi, puis qui ont un grand impact parce que ça fait que si on n'est pas capable de le nommer comme je le fais là, on ne s'amène pas dans notre vulnérabilité, puis là, on se sent pas légitime, puis là, on est dans
on est dans une communication qui est pas Ben oui. ouverte et empathique. Fait Ça que nous élève pas, là. Ben oui. non, puis Ben ça non. nous élève. Effectivement, ça nous élève pas de juste dire, tu sais, des fois, c'est pas des paroles aussi. Je trouve que c'est intéressant dans la collaboration. Des fois, c'est des regards, du non-verbal, des gestes ou un soupir qui est aussi éloquent, sinon plus qu'une parole qui amène ce type Wow. de violence-là. Puis c'est le manque de mots qui peut nous aider, qui font qu'on fait ça. Tu sais, si on a dans notre tête qu'on pourrait nommer ce qui nous fait faire le soupir à l'aide des boussoles ou à l'aide de quelque chose qui est plus objectif, ben ça nous fait avancer dans le fond. Puis il y a quelque chose qu'il faut, tu sais, au Québec, on est fort, je pense, souvent à prendre des concepts puis à les rendre populaires, puis à les galvauder. Puis je trouve ça important quand on parle de conversation courageuse, c'est tiré de la communication non violente. Mais les gens pensent souvent que c'est moi y dire, Ouais, je vais dire ce que je moi pense. y dire ce que je pense. Ben, Ouais. c'est important de voir que c'est pas du tout ça. Tu sais, Mhm. être courageux, c'est s'accepter, savoir se regarder, savoir ce qu'on a besoin, avoir le courage de nommer ça sans blesser l'autre, parce qu'on sait que l'autre aussi a des besoins. Puis il y a Mhm. Donc, c'est ça le courage. Puis les boussoles, en quelque sorte, nous, on avait l'impression que ça nous aidait à être courageux. Mais il y a encore du travail à faire. C'est ça. C'est difficile d'être courageux. Ouais, ça l'est. Ça l'est. Ça l'est vraiment. Hey, wow, j'adore notre conversation. Puis, écoute, j'essaie de bien représenter nos auditeurs par mon questionnement pour aller Oui. chercher le maximum de pépites d'or. Puis la seule chose qui me vient à l'esprit présentement, c'est quelles questions je devrais vous poser que je n'ai pas posées par rapport aux boussoles quand vous avez pensé à notre entretien. Y a-t-il des angles qu'on n'a pas abordés ensemble qu'il faudrait qu'on aborde avant qu'on arrive à la conclusion de notre échange? Je crois pas. Toi, Sylvie, en as-tu de ton côté? Ben, moi, c'était un peu tantôt ce qu'on vient de dire, le courage, tu sais. OK. C'est vraiment ça. Puis peut-être aussi se dire en équipe collaborative que oui, ça prend du courage pour accepter d'être dans une équipe collaborative et, et, et accepter que ça marchera pas tout seul, tu sais, c'est un peu ça. C'est pour ça que les gens, on a produit des outils, puis on se rend compte que même la production d'outils, c'est pas suffisant, ça prend un guide. Puis moi, je pense que la prochaine étape, ça va être de dire, OK, quand est-ce que je sors le guide? Puis d'ailleurs, je suis en train d'accompagner un milieu actuellement, puis là, c'est ça qui me demande, là, j'ai présenté les outils, j'ai présenté le guide. Puis là, ils me demandent de modeler des situations parce qu'ils sont pas encore prêts à aller les essayer eux-mêmes dans le milieu. Tu sais, je dis, ben là, vous avez les trois dispositifs, partez, allez-y, puis on va revenir là-dessus, qu'est-ce que vous avez vécu. Puis là, j'ai reçu dernièrement une demande pour dire, ben, ce qu'on voudrait, c'est que tu nous en inventes des situations pour qu'on le fasse entre nous. Fait que tu vois à quel point ils sont pas encore capables avec les bousses. Ben, pas capables, oui, mais ça prend du courage. Ah oui. Il y a un acte Ah oui. frustrant, puis il faut arrêter, je pense, de miser sur la collaboration comme étant la solution à la réussite, puis à toutes Il faut plutôt miser sur comment on va se parler entre nous, comment on va le faire évoluer. C'est pas... La collaboration, une fois qu'elle est installée, là, c'est vrai que ça marche. Mm, On y croit tout le monde, puis tout le mm, monde... Mais c'est, ça se fait pas tout seul. Et ça prend du courage pour être un bon collaborateur. Ça prend du grand courage. Hmm. Ça, Courage avec des bons outils, ouais, c'est prometteur, tu sais. ouais, ouais. Fait Avec de la qu'on douceur, avec de la douceur qu'on s'offre à soi et aux oui, autres. tout à fait. puis du temps. Ouais. Empathie, puis l'empathie, oui. OK. Ouais, OK. un peu ça. Wow. Ben écoutez, je vous laisse le mot de la fin, mesdames, pour les gens qui prennent le temps de nous écouter puis qui regardent ça puis qui doivent avoir hâte de les cliquer sur les boussoles dans les notes de l'épisode, là, ou peut-être dans votre profil LinkedIn parce qu'ils ont plein de questions à vous poser. Je ne le sais pas, ça va peut-être arriver, je ne le sais pas. Isabelle, peut-être avec toi pour commencer. Message de la fin, une invitation. Je ne sais pas ce que tu as le goût de déposer là, pour nos Ben, auditeurs. on a ouvert la boîte noire de la collaboration pour le regarder de tous les côtés. Oui. Mais j'ai vraiment à cœur quand même de terminer sur une note
positive. J'en ai fait ma carrière. Ça m'a suivi tout le long, la collaboration, parce que j'y crois, parce que je vois la valeur ajoutée, puis je veux que ce soit ça qui soit retenu, puis on va travailler jusqu'à temps qu'on y arrive, parce que c'est extraordinaire. Quand on le vit, c'est précieux, puis ça n'a pas de prix. Ah, merci beaucoup. Sylvie, de ton côté? Ben, en éducation, on parle de l'importance du postulat d'éducabilité, hein? Donc de croire que tout être humain peut apprendre, puis peut apprendre d'une façon différente. Ben, moi, je parlerais de postulat de développement de la compétence à collaborer. Moi aussi, je crois qu'il faut y croire. Puis l'humain est ainsi fait que c'est pas facile, mais je crois que si on n'arrête jamais, donc à chaque fois qu'on se retrouve face à une difficulté, soit comme praticien-chercheur, soit comme praticien, qu'on la regarde puis qu'on essaie de trouver, ben oui, ça va se développer. J'y crois que ça se peut. Puis peut-être que c'est pas les boussoles, peut-être que c'est pas les modèles de cogestion, peut-être qu'il y aura d'autres choses, mais moi, je vais continuer à travailler là-dessus parce que moi aussi, je pense que tout seul, je suis pas pire, mais quand je suis avec d'autres qui collaborent, je suis vraiment excellente. Mais nul doute. Écoutez, mesdames, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps de venir mettre des mots sur le moteur de l'amélioration continue en éducation. Puis, c'est un plaisir de vous rencontrer. Mais ça nous a fait plaisir. Merci. C'était Sylvie Normando et Isabelle Vachon. À tout le monde est un leader. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. Si tu as aimé l'épisode de cette semaine, pourrais-tu me rendre un immense service et laisser un avis? Ça nous aide à faire connaître le podcast et à aider davantage de leaders à inspirer la transformation dans leur milieu.